Je suis chercheur au laboratoire de météorologie dynamique à l'université Pierre et Marie Curie. Donc, je suis chercheur en sciences du climat et c'est une orientation que j'ai prise après la maîtrise. À l'époque, c'était la maîtrise et non le master, avec un diplôme d'études approfondies sur l'environnement, le climat, l'océanologie. Et c'est quelque chose qui m'intéressait parce que c'est d'abord un domaine avant tout scientifique qui fait intervenir donc, de la physique, de la chimie, des mathématiques, et puis il y a aussi des aspects de la biologie, et puis aussi des aspects de sciences sociales. Et je fais plutôt de la modélisation. Donc mon outil, c'est des modèles assez complexes, mais qui restent encore en deçà de la complexité du système climatique réel. Et ça nous permet donc à la fois d'étudier le climat, d'essayer de le comprendre, et puis d'essayer d'anticiper les changements climatiques futurs. Et donc avec cette alerte que les scientifiques lancent sur la réalité du changement climatique, le danger lié au réchauffement et à tous les impacts qui vont avec, en particulier donc des vagues de chaleur plus longues ou plus intenses, des précipitations qui peuvent devenir plus extrêmes, des variations très fortes entre les régions, des régions qui peuvent devenir plus sèches, d'autres plus humides, mais disons quand même beaucoup de changements qui, pour certains, peuvent être positifs, mais qui, dans l'ensemble, sont quand même négatifs et ont un impact sur les sociétés, et en particulier les sociétés les plus vulnérables. Il est clair maintenant que sur la période industrielle, sur les 150 dernières années, on est au-delà de la variabilité climatique, et il y a un impact prouvé de l'effet de serre dû aux émissions anthropiques dues à l'homme de gaz à effet de serre qui causent un réchauffement. Donc là, je dirais, il y a quasiment plus de débat. Le débat contre les climato-sceptiques, il est gagné. Si on raisonne donc en termes de ce qu'on peut faire, chacun peut faire sa part en termes de réduction d'émissions en utilisant des transports plus économiques en énergie, en isolant ses maisons ou des choses comme ça. Et puis après, si on raisonne plutôt en termes macroéconomiques, il y a un certain nombre d'actions auxquelles on peut penser. Donc c'est tout d'abord l'introduction d'énergies renouvelables qui sont quand même largement décarbonées, donc dans le mix énergétique, dans la production d'électricité. Il y a tout ce qui est augmentation de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire la même chose mais avec moins d'énergie, donc avec des processus industriels plus économes en énergie, avec plus d'isolation thermique des bâtiments, etc. Et puis enfin, trouver des vecteurs d'énergie qui soient plus propres. Donc ça, c'est en particulier pour le transport, qui reste un secteur difficile à décarboner, où là, il faut réfléchir à la voiture électrique, etc., ou d'autres vecteurs d'énergie. Donc une décarbonisation des usages finaux de l'énergie, mais qui n'est pas simple. Je pense que le nucléaire peut être une partie de la réponse au changement climatique, à la décarbonisation de l'économie. Mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus accepté ou le plus acceptable. Mais ça peut être une partie de la solution. J'essaie de ne pas être politique moi-même, c'est-à-dire que j'essaie d'informer la politique de manière indépendante, mais j'essaie de présenter les différents arguments pour, contre, ce qu'il est possible de faire, quelles sont les conséquences de différents scénarios de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Est-ce que la population ou l'accroissement de la population est responsable du réchauffement climatique? Oui, dans une large mesure, puisque le niveau de vie de la population augmente, et la population augmente elle-même, et donc tout cela démultiplie les émissions de dioxyde de carbone. Après, est-ce que c'est un levier pour réduire les émissions? C'est plus difficile parce que la démographie, ça ne se contrôle pas facilement. Et donc là, il y a une question qui est ouverte. Il est plus facile de réduire les émissions dans un monde à 8 milliards d'habitants que dans un monde à 10 ou 12 milliards d'habitants. Pour la COP21, on voit vraiment qu'il y a eu une dynamique qui s'est enclenchée autour de ces contributions nationales et qui nous emmène à des niveaux d'émissions qui sont inférieurs à ce qu'ils auraient été sans politique climatique, sans ce processus onusien. Et on peut espérer qu'en enclenchant une dynamique et puis après en entraînant la société, l'économie, les industries derrière, il y a une dynamique vertueuse qui peut s'enclencher. On voit quand même un frémissement, je pense, qu'on n'avait pas vu avant.